Imagine un instant que tu es assis quelque part de calme, peut-être près d'une fenêtre, peut-être dans un fauteuil que tu connais bien avec une tasse de quelque chose de chaud entre les mains. Et quelqu'un te pose une question simple, une question qui semble presque anodine au premier abord, mais qui, si tu la laisses pénétrer vraiment, peut changer quelque chose en toi. Cette question, la voici. Est-ce que chercher l'amour après 60 ou 70 ans est une erreur? Je veux qu'on prenne le temps de répondre à ça ensemble. Pas de manière brutale, pas de manière dogmatique, mais avec la douceur et la profondeur que ce sujet mérite. Parce que derrière cette question, il y a des millions de personnes, des personnes qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont parfois perdu, qui se retrouvent à un carrefour de leur vie et qui se demandent « Est-ce que je mérite encore d'être aimé? Est-ce que c'est raisonnable de vouloir partager ma vie avec quelqu'un ?» Est-ce que je ne suis pas un peu naïf, un peu ridicule, un peu trop vieux pour ces rêves-là? Et je veux te dire quelque chose d'emblée, quelque chose que je pense profondément. Ce n'est pas la recherche elle-même qui est une erreur. Ce qui peut devenir une erreur, c'est ce que cette recherche révèle parfois de nous, ce que l'on cherche vraiment derrière ce désir d'un partenaire, ce que l'on fuit, ce que l'on espère combler, ce que l'on n'a peut-être jamais résolu. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et je te promets que ce sera une conversation honnête, bienveillante et j'espère profondément utile. Je m'appelle Boris Cyrulnik et depuis de nombreuses années, j'étudie les mécanismes de l'attachement et de la résilience, j'accompagne des personnes dans leur chemin intérieur. J'ai écrit, j'ai parlé, j'ai écouté, et ce qui me touche le plus dans mon travail, c'est précisément ces moments où quelqu'un ose se regarder en face. Ces moments où quelqu'un dit « Peut-être que je ne comprends pas tout de moi-même. Peut-être qu'il y a quelque chose à explorer là. » Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu te posais toi-même cette question, ou parce que tu connais quelqu'un qui se l'est posée, ou simplement parce que le sujet t'a intrigué. Quelle que soit la raison, je suis content que tu sois là. Installe-toi confortablement. Respirons ensemble et commençons. La première chose que je veux dire, c'est que le désir d'amour ne vieillit pas. Il ne prend pas de rides, il ne se fatigue pas. On peut avoir 80 ans et ressentir ce besoin profond d'être vu, d'être touché, d'être compris par quelqu'un. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une régression, c'est quelque chose de fondamentalement humain. La biologie de l'attachement nous l'a montré. Les études sur le vieillissement nous le confirment. Le lien affectif est l'un des besoins les plus constants de l'être humain, de la naissance jusqu'à la mort. Nous sommes des êtres de relation et d'attachement. Nous avons besoin de l'autre pour nous sentir vivants, pour nous sentir réels, pour donner du sens à notre existence. Donc répétons-le clairement, vouloir un partenaire après 60 ou 70 ans, c'est normal, c'est sain, c'est même beau d'une certaine façon. Mais alors, pourquoi ce titre? Pourquoi parler d'une grande erreur? Parce que dans ma pratique, dans mes lectures et dans les nombreuses conversations que j'ai eues au fil des années, j'ai observé quelque chose. J'ai observé que beaucoup de personnes à cet âge de la vie se lancent dans une recherche amoureuse sans s'être d'abord posé les bonnes questions, sans avoir fait ce travail intérieur qui est pourtant indispensable. Et cette absence de travail intérieur transforme la recherche d'amour en quelque chose qui peut faire beaucoup de mal. Pas parce que l'amour est dangereux, mais parce que quand on cherche l'autre pour les mauvaises raisons, on ne trouve jamais vraiment ce qu'on cherche et on souffre davantage. Voilà l'erreur dont je veux parler. Pas l'erreur de chercher, mais l'erreur de chercher sans se connaître. L'erreur de chercher pour fuir quelque chose. L'erreur de chercher en croyant que l'autre va résoudre quelque chose que seul toi peux résoudre. Commençons par explorer ce que révèle cette recherche. Et pour cela, je veux te parler d'une femme que j'appellerai Marguerite. Marguerite avait 68 ans quand elle est venue me voir. Elle était veuve depuis 3 ans. Son mari était décédé après une longue maladie, et elle avait passé les dernières années de sa vie conjugale à le soigner, à l'accompagner, à mettre de côté ses propres besoins. Après son décès, elle s'était retrouvée seule dans une grande maison, avec un silence qu'elle décrivait comme assourdissant. Très vite, elle s'était inscrite sur des sites de rencontres. Elle avait commencé à fréquenter des groupes de loisirs, des clubs, des associations, et elle rencontrait des hommes, beaucoup d'hommes. Mais chaque relation se terminait de la même façon. Soit l'homme se désintéressait rapidement, soit c'est elle qui ressentait une déception immense, comme si quelque chose manquait toujours, comme si personne n'était jamais à la hauteur.
et elle me disait avec une honnêteté désarmante: « Je ne comprends pas, je fais tout bien, je suis disponible, je suis gentille, je m'investis, pourquoi ça ne marche jamais ?» Alors, je lui ai posé une question simple, mais qui l'a arrêtée net. Je lui ai demandé: « Qu'est-ce que tu espères ressentir quand tu es avec quelqu'un ?» Elle a réfléchi longtemps et puis elle a dit: « Je veux ne plus me sentir seule. Je veux ne plus avoir peur. Je veux que quelqu'un soit là. » Et là, doucement, j'ai pu lui dire: « Ce que tu cherches, Marguerite, ce n'est pas un partenaire, c'est une anesthésie. Tu cherches quelqu'un qui va éteindre la douleur que tu ressens. Et cette douleur, elle a un nom. Elle s'appelle le deuil non fait. Elle s'appelle la peur de la solitude. Elle s'appelle peut-être aussi quelque chose de plus ancien, quelque chose qui existait bien avant la mort de ton mari. Ce moment-là, dans notre travail ensemble, a été un tournant pour Marguerite. Non pas parce que je lui avais dit quelque chose de cruel, mais parce que pour la première fois, elle s'était regardée avec honnêteté. Et c'est exactement ce que je veux explorer avec toi aujourd'hui. Ces motivations cachées, ces besoins non reconnus, ces peurs que l'on déguise en désir d'amour. La première grande motivation cachée, c'est la peur de la solitude. La solitude est l'une des expériences les plus difficiles de l'existence humaine. Et après 60 ou 70 ans, elle peut devenir particulièrement intense. Les enfants sont partis, les amis disparaissent peu à peu, le corps change et l'on se retrouve parfois face à soi-même d'une façon qu'on n'avait jamais vraiment connue auparavant. Cette solitude-là peut faire très peur. Et la réaction naturelle, la réaction humaine, c'est de vouloir la remplir, de vouloir mettre quelqu'un dans cet espace vide, de se dire: si j'ai un partenaire, la solitude disparaîtra. Mais voilà ce que j'ai appris et ce que la psychologie de l'attachement nous enseigne avec beaucoup de clarté. La solitude n'est pas une question de présence physique. On peut être entouré de gens et se sentir profondément seul. On peut vivre avec quelqu'un et ressentir un isolement total. La solitude est une expérience intérieure et elle ne se résout pas de l'extérieur. Quand on cherche un partenaire pour fuir la solitude, on ne fuit pas vraiment la solitude. On la déplace, on la met en attente. Et le jour où la relation ne va pas bien, ou le jour où le partenaire n'est pas disponible, la solitude revient parfois encore plus forte parce qu'on n'a rien fait pour la comprendre, pour l'apprivoiser, pour lui donner un sens. Il y a une différence fondamentale entre la solitude subie et la solitude choisie. La solitude subie est une souffrance. La solitude choisie est une richesse. Et le passage de l'une à l'autre, c'est l'un des travaux les plus importants que l'on puisse faire sur soi-même à n'importe quel âge, mais peut-être surtout à cet âge de la vie. Alors, je te pose cette question doucement, sans jugement. Est-ce que tu as fait la paix avec ta propre compagnie? Est-ce que tu peux passer du temps seul, sans te sentir envahi par l'angoisse ou le vide? Est-ce que tu t'aimes suffisamment pour être ton propre compagnon au moins une partie du temps? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question. Et la réponse que tu donnes dit beaucoup sur ta relation à toi-même et donc sur la relation que tu pourras construire avec quelqu'un d'autre. Parce que voilà une vérité que j'ai observée encore et encore. La qualité de notre relation aux autres dépend directement de la qualité de notre relation à nous-mêmes. Si je ne peux pas être seul, si la solitude me terrorise, je vais chercher chez l'autre quelque chose qu'il ne peut pas me donner. Et cette attente excessive va peser sur la relation, va l'étouffer, va finir par la détruire. Si ce que je partage résonne en toi, si tu sens que quelque chose bouge à l'intérieur, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à explorer ces sujets ensemble. Cela m'aide énormément et me permet de continuer à créer ce type de contenu pour toi. La deuxième motivation cachée, et celle-là est peut-être encore plus subtile, c'est le besoin de validation. Nous vivons dans une société qui, malgré tous ces discours sur la dignité de la vieillesse, continue de valoriser la jeunesse, la beauté, la performance. Et à 60 ou 70 ans, beaucoup de personnes ressentent une forme de dévalorisation, comme si elles étaient devenues invisibles, comme si leur valeur avait diminué avec l'âge. Et dans ce contexte, trouver un partenaire peut devenir une façon de se prouver quelque chose, de se dire « je suis encore désirable, je suis encore intéressant, je compte encore ». Je comprends profondément ce besoin. Il est humain, il est légitime, mais il est aussi dangereux quand il devient la motivation principale d'une recherche amoureuse. Parce que si je cherche un partenaire pour me sentir validé,
je vais m'accrocher à n'importe qui me donne cette validation. Je vais ignorer les signaux d'alerte. Je vais accepter des situations qui ne me conviennent pas simplement parce que la présence de l'autre me fait me sentir bien dans l'instant. Et cette dépendance à la validation extérieure est une forme de fragilité qui peut mener à des relations toxiques, à des déceptions profondes, à une souffrance réelle. La vraie question, celle que je te pose avec toute la bienveillance dont je suis capable, c'est: est-ce que tu te sens suffisamment validé? Sans l'approbation de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu reconnais ta propre valeur indépendamment de ce que les autres pensent de toi, indépendamment du fait que quelqu'un te désire ou non? Ce travail de validation intérieure est l'un des plus importants que l'on puisse faire et il ne s'arrête jamais. Il continue tout au long de la vie. Mais à cet âge de la vie, il prend une dimension particulière parce que les repères extérieurs qui nous validaient souvent, le travail, le statut social, la beauté physique, commencent à s'effacer. Et il faut trouver une autre source de valeur, une source intérieure. Je pense à un homme que j'appellerais Henri, 65 ans, récemment retraité. Toute sa vie, il avait été défini par son travail. Directeur d'une entreprise respectée, admirée, sollicitée. Et du jour au lendemain, la retraite était arrivée, et avec elle une sorte de vide identitaire. Qui était-il? Maintenant, qu'est-ce qui le définissait? Henri s'était mis à chercher une femme avec une urgence presque désespérée. Il voulait quelqu'un qui le regarde comme ses collègues le regardaient. Quelqu'un qui soit impressionné par lui. Quelqu'un qui lui renvoie une image de lui-même qu'il puisse supporter. Mais les femmes qu'il rencontrait sentaient cette urgence. Elles sentaient qu'il ne cherchait pas vraiment une relation. Il cherchait un miroir. Et personne ne veut être un miroir. Tout le monde veut être vu comme une personne à part entière. Le travail d'Henri a consisté à reconstruire son identité sur des bases différentes, à trouver de la valeur dans ce qu'il était, pas seulement dans ce qu'il faisait, à apprendre à s'apprécier dans la simplicité de son existence, dans ses passions, dans ses relations amicales, dans sa façon d'être au monde. Et quelques mois plus tard, il a rencontré quelqu'un. Pas parce qu'il avait changé de stratégie de séduction, mais parce qu'il était devenu quelqu'un de différent, quelqu'un de plus posé, de plus présent, de moins demandeur. Et cette transformation intérieure avait rendu possible une rencontre authentique. C'est une leçon que je revois encore et encore. Les meilleures rencontres arrivent quand on en a le moins désespérément besoin. Pas parce que la vie récompense ceux qui font semblant de ne pas vouloir, mais parce que quand on est en paix avec soi-même, on dégage quelque chose de différent. On est plus ouvert, plus authentique, plus capable de vraiment voir l'autre. La troisième motivation cachée est peut-être la plus difficile à accepter. C'est la peur de la mort. À 60 ou 70 ans, la mort n'est plus une abstraction. Elle est présente. On a perdu des amis, peut-être un conjoint, peut-être des frères et sœurs. On voit son propre corps vieillir. On sait avec une certitude que les jeunes n'ont pas encore que le temps est compté. Et cette conscience de la finitude peut générer une angoisse profonde, une angoisse existentielle. Et l'une des façons de gérer cette angoisse, c'est de chercher quelqu'un à qui s'accrocher. Quelqu'un qui va être là, quelqu'un qui va témoigner de notre existence, quelqu'un qui va nous tenir la main quand le moment viendra. Je ne dis pas que c'est une mauvaise raison d'avoir envie d'un partenaire. Je dis que si c'est la raison principale, si c'est l'angoisse de la mort qui guide la recherche, alors il y a un travail à faire avant ou en parallèle sur notre rapport à notre propre finitude. Parce que l'angoisse de la mort ne se résout pas en trouvant quelqu'un. Elle se résout en faisant la paix avec le fait que nous sommes mortels, en trouvant un sens à notre vie qui ne dépend pas de notre durée, en cultivant ce que les philosophes appellent parfois la sagesse de l'impermanence. Ce n'est pas un travail facile. C'est même l'un des travaux les plus profonds et les plus difficiles de l'existence. Mais c'est un travail qui vaut la peine d'être fait et qui, quand il est fait, transforme complètement notre façon d'être au monde et notre façon d'aimer. Quand on n'a plus peur de mourir, ou du moins quand on a apprivoisé cette peur, on peut aimer différemment. On peut aimer sans s'accrocher. On peut aimer en sachant que tout est temporaire et trouver de la beauté dans cette temporalité plutôt que de la terreur. Je pense à une phrase que j'aime beaucoup, une phrase que j'ai lue quelque part et qui m'a accompagné depuis. Elle dit à peu près ceci: ce n'est pas parce que les choses finissent qu'elles sont moins belles. C'est peut-être parce qu'elles finissent qu'elles sont si belles. Une fleur de cerisier qui tombe après quelques jours n'est pas moins belle que si elle restait éternellement.
Elle est peut-être plus belle précisément parce qu'elle est éphémère et nos relations humaines ont cette même qualité. Elles sont précieuses parce qu'elles sont finies, parce qu'elles sont fragiles, parce qu'elles demandent du soin. Si ce contenu t'a apporté quelque chose, si tu sens qu'il t'aide à mieux te comprendre, je t'encourage à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de le faire voyager plus loin. Continuons maintenant avec quelque chose d'important, quelque chose que j'appelle le poids des histoires non terminées. À 60 ou 70 ans, on a derrière soi une longue histoire, parfois plusieurs histoires, des amours passés, des ruptures, des trahisons, des deuils. Et toutes ces expériences laissent des traces, des cicatrices, mais aussi des croyances, des façons de voir les relations, des attentes conscientes ou inconscientes. Et si ces histoires n'ont pas été digérées, si ces cicatrices n'ont pas été soignées, elles vont influencer toutes les nouvelles relations. On va répéter les mêmes schémas, on va reproduire les mêmes erreurs, on va projeter sur les nouvelles personnes les peurs et les blessures du passé. C'est ce que les psychologues appellent les schémas répétitifs liés à l'attachement, et ils sont extrêmement courants. Pas parce que nous sommes stupides ou masochistes, mais parce que notre cerveau est programmé pour répéter ce qu'il connaît, même quand ce qu'il connaît est douloureux. Parce que le familier est rassurant, même quand il est mauvais pour nous. Je veux te donner un exemple concret. Imaginons quelqu'un qui a vécu une longue relation avec une partenaire qui n'était pas disponible émotionnellement. Quelqu'un de distant, froid, peu expressif. Cette personne a souffert de ce manque de chaleur pendant des années, et pourtant, après la fin de cette relation, elle va avoir tendance à être attirée par des personnes qui présentent les mêmes caractéristiques. Pourquoi ? Parce que l'intimité émotionnelle pour cette personne est associée à une certaine distance, parce que son cerveau a appris depuis peut-être l'enfance que l'amour ressemble à ça, et il va chercher ce qu'il connaît même si ce qu'il connaît est source de souffrance. Reconnaître ces schémas est le premier pas pour les changer, et ce travail de reconnaissance peut se faire à n'importe quel âge. Il n'est jamais trop tard pour comprendre comment on fonctionne. Il n'est jamais trop tard pour choisir autrement. Mais il faut d'abord regarder. Il faut d'abord avoir le courage de se demander « Est-ce que mes relations passées ont un point commun ? Est-ce que je me retrouve toujours dans les mêmes situations ? Est-ce que je choisis toujours le même type de personnes, même si elles ont des visages différents ?» Ces questions peuvent être inconfortables. Elles peuvent révéler des choses qu'on préférait ne pas voir. Mais elles sont libératrices parce qu'on ne peut changer que ce qu'on reconnaît. Il y a aussi quelque chose que j'appelle le deuil des relations idéalisées. Beaucoup de personnes, après une longue relation qui s'est terminée, gardent une image idéalisée de ce qu'aurait pu être cette relation ou une image idéalisée d'une relation passée, peut-être la première grande histoire d'amour de leur vie. Et cette idéalisation devient un obstacle, parce qu'elle crée un standard impossible à atteindre. Toutes les nouvelles personnes sont comparées à cette image idéale, et tout échoue à la comparaison. Pas parce qu'elles sont insuffisantes, mais parce qu'elles sont réelles avec leurs imperfections, leurs limites, leur humanité. L'amour véritable, l'amour adulte, l'amour sage, c'est un amour qui accepte l'imperfection, qui ne cherche pas la perfection, mais la compatibilité, qui ne cherche pas l'idéal, mais l'authentique. Et cela demande de faire le deuil de l'idéal, de lâcher prise sur cette image parfaite, de se permettre d'aimer quelqu'un de réel avec ses aspérités, ses contradictions, ses zones d'ombre. Je pense à une phrase de Rainer Maria Rilke que j'aime profondément. Il disait quelque chose comme « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction ». Cette image me touche beaucoup parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur ce qu'est une relation mature. Ce n'est pas une fusion, ce n'est pas une dépendance mutuelle. C'est deux personnes qui restent elles-mêmes et qui choisissent de marcher ensemble, de regarder le monde ensemble, de partager un chemin. Et cette vision d'amour, cette vision-là est accessible à n'importe quel âge. Elle est peut-être même plus accessible après 60 ans qu'à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, on est souvent trop pris dans la passion, dans l'idéalisation, dans le besoin de l'autre pour voir les choses avec cette clarté. À 60 ans, si on a fait le travail intérieur dont je parle, on peut aimer avec une sagesse et une profondeur que les jeunes n'ont pas encore. On peut aimer en sachant ce qu'on veut, en sachant ce qu'on ne veut pas, en sachant qui on est.
Voilà pourquoi je dis que la grande erreur n'est pas de chercher un partenaire. La grande erreur, c'est de chercher sans se connaître. Parlons maintenant de quelque chose de pratique, de ce que l'on peut faire concrètement pour changer cette dynamique. La première chose, et je l'ai déjà évoqué, c'est de faire le travail de solitude, d'apprendre à être seul sans souffrir, pas de se résigner à la solitude, pas de se dire que c'est tout ce qu'on mérite, mais de transformer la solitude en quelque chose de vivable, voire de précieux. Comment fait-on ça? En cultivant une relation avec soi-même et en développant des activités qui nous nourrissent, pas pour occuper le temps, mais pour nourrir l'âme. En apprenant à être présent à sa propre vie sans constamment regarder vers l'extérieur, pour trouver du sens. La réflexion sur soi peut aider, pas nécessairement sous une forme rituelle ou religieuse, mais simplement la pratique de s'asseoir avec soi-même, de respirer, d'observer ses pensées et ses émotions sans en être submergé, de développer cette capacité à être là pleinement dans l'instant présent. L'écriture peut aussi aider. Tenir un journal, pas pour consigner les événements de la journée, mais pour explorer ce qu'on ressent, pour se poser des questions et chercher des réponses honnêtes, pour se parler à soi-même avec la même bienveillance qu'on parlerait à un ami cher. La deuxième chose, c'est de faire le travail de deuil, tous les deuils. Le deuil des êtres aimés disparus, le deuil des relations passées, le deuil de la jeunesse, le deuil des rêves qui ne se sont pas réalisés, le deuil de ce qu'on aurait voulu être et qu'on n'a pas été. Le deuil est un processus naturel et nécessaire. Il n'est pas agréable. Il passe par des phases de tristesse, de colère, de désorientation. Mais quand il est fait, quand on a vraiment traversé ces émotions sans les fuir, on arrive de l'autre côté avec une légèreté nouvelle, une capacité à être présent à la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Si tu n'as pas fait ce travail de deuil, si tu portes encore des chagrins non résolus, des colères non exprimées, des tristesses non pleurées, je t'encourage à chercher de l'aide. Un thérapeute, un groupe de soutien, un ami de confiance, quelqu'un avec qui tu peux poser ce que tu portes. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est au contraire un acte de courage. Et c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Si ce que je partage te touche, si tu sens que ces mots font écho à quelque chose en toi, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à recevoir ce type de contenu. Cela m'aide vraiment à continuer ce travail. La troisième chose, c'est de clarifier ce qu'on cherche vraiment. Pas en termes de liste de critères, pas en termes de taille, d'âge, de situation financière, mais en termes de valeur, de façon d'être au monde, de qualité, de présence. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans une relation? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu as besoin de donner et de recevoir pour te sentir bien? Ces questions demandent une vraie réflexion et les réponses changent avec l'âge. Ce qui était important à 30 ans n'est peut-être plus ce qui est important à 65. On a appris, on a grandi, on a changé et nos besoins ont changé avec nous. Prendre le temps de clarifier ses besoins, c'est se respecter. C'est aussi respecter les personnes qu'on va rencontrer, parce que quand on sait ce qu'on cherche, on perd moins de temps, on est plus honnête, on est plus capable de vraiment voir l'autre plutôt que de le voir à travers le prisme de ses propres besoins non reconnus. La quatrième chose, c'est d'apprendre à recevoir. Beaucoup de personnes, et c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont passé des années à prendre soin des autres, ont du mal à recevoir de l'amour, de l'attention, de la tendresse. Ils se sentent mal à l'aise quand quelqu'un s'occupe d'eux. Ils minimisent leurs besoins. Ils disent que ça va alors que ça ne va pas. Cette difficulté à recevoir est souvent liée à une croyance profonde. La croyance qu'on ne mérite pas d'être aimé, ou que demander c'est être un fardeau, ou que la vulnérabilité est dangereuse. Mais la vulnérabilité est en réalité le fondement de toute relation authentique. Ce n'est que quand on ose se montrer tel qu'on est, avec ses forces et ses fragilités, qu'une vraie connexion devient possible. Parce que l'autre ne peut pas aimer quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et si on se cache derrière une façade de force ou d'indépendance, on prive l'autre de la possibilité de nous aimer vraiment. La chercheuse Brené Brown, que j'apprécie beaucoup, a passé des années à étudier la vulnérabilité et la connexion humaine, et elle a découvert quelque chose de fondamental. Les personnes qui ont les relations les plus riches et les plus profondes sont celles qui acceptent leur vulnérabilité, pas celles qui sont les plus fortes ou les plus indépendantes, mais celles qui ont le courage de dire « Voilà qui je suis ».
Voilà ce que je ressens. Voilà ce dont j'ai besoin. Ce courage-là, on peut le développer à n'importe quel âge et il transforme profondément la façon dont on se relie aux autres. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la différence entre la compagnie et la fusion. L'une des erreurs les plus fréquentes dans la recherche d'un partenaire à cet âge de la vie, c'est de vouloir une fusion complète, de vouloir quelqu'un qui soit là tout le temps, qui occupe tous les espaces, qui soit à la fois le partenaire amoureux, le meilleur ami, le confident, le compagnon de voyage, le soutien émotionnel. Cette attente est excessive et elle est épuisante pour l'autre. Une relation saine à n'importe quel âge repose sur un équilibre entre la proximité et l'espace, entre le partage et l'autonomie, entre la dépendance mutuelle et l'indépendance respective. À 60 ou 70 ans, cet équilibre est peut-être encore plus important, parce qu'on a une vie construite, des habitudes, des amis, des activités, des façons d'être qui nous définissent et une bonne relation à cet âge. C'est une relation qui enrichit cette vie sans la remplacer, qui s'ajoute à ce qu'on est sans effacer ce qu'on est. Je vois parfois des personnes qui, dès qu'elles rencontrent quelqu'un, abandonnent tout le reste, leurs amis, leurs activités, leurs projets. Elles se fondent entièrement dans la nouvelle relation et cette fusion crée deux problèmes. D'abord, elles mettent une pression énorme sur la relation qui doit maintenant tout porter. Ensuite, elles laissent la personne totalement démunie si la relation se termine parce qu'elle a tout mis dans le même panier. Une relation saine ne remplace pas les autres liens. Elle s'y ajoute. Elle coexiste avec les amis, avec les enfants, avec les activités solitaires, avec les moments de silence et de solitude choisis. Et un partenaire qui vous veut vraiment du bien ne vous demandera pas d'abandonner votre vie pour lui. Il voudra entrer dans votre vie, pas la remplacer. Je veux aussi parler de quelque chose qui est souvent tabou à cet âge, la sexualité. Le désir sexuel ne disparaît pas avec l'âge. Les études le montrent clairement. La sexualité peut évoluer, se transformer, prendre des formes différentes, mais le besoin de contact physique, de tendresse, d'intimité corporelle reste présent pour beaucoup de personnes, bien au-delà de 60 ou 70 ans. Et pourtant, notre société a du mal avec ça. Elle a une image limitée de la sexualité des personnes âgées, et cette image limitée crée une honte, une gêne, une sorte de culpabilité chez les personnes qui ressentent encore ces désirs. Je veux dire clairement, le désir est normal, le besoin de contact est normal. La sexualité à 60, 70, 80 ans est normale. Et elle peut être belle, profonde, riche d'une façon que la sexualité de la jeunesse ne l'est pas toujours, parce qu'elle est moins urgente, moins performative, plus centrée sur la connexion et le plaisir partagé. Mais là aussi, il y a un piège. Le piège de chercher un partenaire principalement pour satisfaire ce besoin physique sans vraiment s'intéresser à la personne dans sa totalité. Ce n'est pas un jugement moral, c'est simplement une observation. Les relations qui reposent uniquement sur l'attraction physique, à n'importe quel âge, ont tendance à être courtes et à laisser un sentiment de vide. La vraie intimité, l'intimité qui nourrit vraiment, est une intimité qui intègre le corps, le cœur et l'esprit, qui est à la fois physique, émotionnelle et intellectuelle. Et cette intimité demande du temps, de la confiance, de la vulnérabilité. Si ce que je partage te parle, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucun de ces épisodes. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile dans sa vie amoureuse, partage cet épisode avec lui. C'est peut-être exactement ce dont il a besoin d'entendre. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important, quelque chose qui concerne les familles et l'entourage. Quand une personne de 70 ans décide de chercher un nouveau partenaire, elle ne le fait pas dans un vide social. Elle a des enfants, parfois des petits-enfants, des amis, une famille. Et ces personnes ont souvent des opinions très fortes sur ce qu'elles devraient ou ne devraient pas faire. Les enfants en particulier peuvent avoir des réactions très complexes face à la nouvelle relation amoureuse d'un parent. Ils peuvent se sentir menacés. Ils peuvent craindre que leur héritage soit compromis. Ils peuvent avoir du mal à voir leurs parents avec quelqu'un d'autre que leur autre parent. Ils peuvent projeter leurs propres peurs et leurs propres besoins sur la situation. Et tout cela est compréhensible. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer à sa propre vie amoureuse. Voilà quelque chose que je veux dire avec beaucoup de clarté. À 60 ou 70 ans, on a le droit de vivre pour soi.
On a passé des décennies à prendre soin des autres, à élever des enfants, à soutenir un conjoint, à assumer des responsabilités professionnelles et familiales. Et maintenant, il est temps de se demander « Qu'est-ce que je veux, moi ?» Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé psychologique. C'est le droit fondamental de chaque être humain à chercher le bonheur, quel que soit son âge. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on doit être insensible aux préoccupations de ses proches. Cela ne veut pas dire qu'on doit agir sans discernement, mais cela veut dire que la décision finale vous appartient à vous et à vous seul. Et si vos enfants ont du mal à l'accepter, c'est leur travail de le gérer, pas le vôtre. Vous pouvez les écouter avec bienveillance. Vous pouvez essayer de comprendre leurs craintes, mais vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre bonheur pour leur confort. Il y a quelque chose de libérateur dans cette réalisation. Quelque chose qui peut sembler dur au premier abord, mais qui est en réalité un acte de respect envers soi-même et envers ses proches. Parce que quand on vit pour les autres, au détriment de soi-même, on finit par leur en vouloir. On finit par se sentir vide et amer. Et cette amertume-là empoisonne toutes les relations. Alors, vivre pour soi, c'est aussi paradoxalement mieux aimer les autres. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la sagesse de l'âge. Il y a quelque chose que les personnes de 60 ou 70 ans ont que les jeunes n'ont pas encore. C'est l'expérience, c'est la connaissance de soi accumulée au fil des années. C'est la capacité à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superficiel. À 20 ans, on peut passer des heures à se demander si quelqu'un nous aime vraiment, à interpréter chaque message, chaque regard, chaque silence. À 65 ans, on a généralement une capacité bien plus grande à voir les choses telles qu'elles sont, à ne pas se raconter d'histoires, à reconnaître rapidement si une relation a du potentiel ou non. Cette sagesse est un atout précieux, mais elle ne s'utilise que si on lui fait confiance, si on écoute cette petite voix intérieure qui dit « quelque chose ne va pas là », ou au contraire « cette personne me fait du bien, je me sens bien quand je suis avec elle ». Faire confiance à son intuition, à cet âge de la vie, c'est faire confiance à des décennies d'expérience condensées en un sentiment. Et cette intuition mérite d'être écoutée. Je veux aussi parler de la patience. La patience que demande la construction d'une nouvelle relation à cet âge. On vit dans un monde qui valorise la rapidité. Les applications de rencontres nous proposent des centaines de profils en quelques secondes. La culture contemporaine nous dit que si ça ne fonctionne pas immédiatement, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Il faut passer à la suivante. Mais les relations profondes ne se construisent pas rapidement. Elles demandent du temps, elles demandent de la patience. Elles demandent d'accepter que l'autre soit différent de soi, qu'il ait ses propres rythmes, ses propres habitudes et ses propres façons de faire. À 60 ou 70 ans, on a des habitudes bien installées, des façons de vivre, d'organiser son espace, de passer son temps et l'autre aussi, et la rencontre de ces deux façons d'être peut créer des frictions, des ajustements, des négociations. Ce n'est pas un signe que la relation ne fonctionne pas. C'est simplement le signe que deux personnes réelles avec deux vies réelles essaient de trouver un espace commun. Et cet espace commun se construit avec du temps, de la bonne volonté et beaucoup de communication. La communication justement, parlons-en. L'une des plus grandes erreurs dans les nouvelles relations à cet âge, c'est de supposer que l'autre sait ce qu'on ressent, ou de supposer qu'on sait ce que l'autre ressent. Cette lecture de pensée, qui est une illusion, est l'une des sources les plus fréquentes de malentendus et de conflits. La communication explicite, directe, bienveillante, est le fondement de toute relation saine. Dire ce qu'on ressent, dire ce dont on a besoin, demander à l'autre ce qu'il ressent, ce dont il a besoin. Écouter vraiment, pas pour répondre, mais pour comprendre. Cette communication peut sembler évidente, mais elle est beaucoup plus difficile qu'elle n'y paraît parce qu'elle demande de la vulnérabilité. Elle demande de prendre le risque que l'autre ne comprenne pas, ou ne soit pas d'accord, ou soit blessé par ce qu'on dit. Mais c'est ce risque qui rend la connexion possible. C'est en se montrant tel qu'on est, avec ses besoins et ses limites, que l'autre peut vraiment nous connaître. Et c'est seulement quand l'autre nous connaît vraiment qu'il peut nous aimer vraiment. Je veux maintenant aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, quelque chose que j'appelle la différence entre l'amour et le besoin. Beaucoup de ce qu'on appelle amour est en réalité du besoin de sécurité, du besoin de validation, du besoin de compagnie, du besoin de sens.
et ce besoin est légitime, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour véritable, l'amour mature, l'amour sage, c'est quelque chose de différent. C'est une attention portée à l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous apporte. C'est une volonté de contribuer au bonheur de l'autre, pas seulement de trouver son propre bonheur à travers lui. L'amour véritable dit « Je t'aime suffisamment pour te laisser être toi-même, même quand ce toi-même ne correspond pas exactement à ce que j'aurais voulu. » L'amour véritable dit « Je suis là pour toi, pas pour l'image que j'ai de toi. » L'amour véritable dit « Je peux me passer de toi, mais je choisis d'être avec toi. » Cette distinction entre l'amour et le besoin est l'une des plus importantes que je connaisse en psychologie, des relations, et elle est particulièrement pertinente à cet âge de la vie, parce que les besoins sont souvent plus visibles, plus urgents, plus difficiles à nier. Si ce que je partage te touche, si ces mots résonnent avec quelque chose que tu vis ou que tu as vécu, je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu pensais, ce que tu voudrais explorer davantage. Votre retour m'est précieux et m'aide à créer du contenu qui vous correspond vraiment. Je veux maintenant parler de quelque chose de très concret. Comment savoir si on est prêt pour une nouvelle relation? Il n'y a pas de réponse universelle à cette question, mais il y a des signes. Des signes qui indiquent qu'on est dans un espace intérieur favorable à une nouvelle rencontre. Le premier signe, c'est qu'on peut penser à ses relations passées sans une douleur intense, pas sans émotion, mais sans être submergé. Quand on peut se souvenir d'un amour passé avec tendresse et mélancolie, mais sans colère ou désespoir, c'est souvent le signe qu'on a suffisamment fait le deuil. Le deuxième signe, c'est qu'on peut passer du temps seul, sans souffrir, qu'on a développé une relation avec soi-même qui est suffisamment solide pour ne pas dépendre de la présence de l'autre pour se sentir bien. Le troisième signe, c'est qu'on est curieux de l'autre, pas désespérément en besoin, pas dans l'urgence, mais véritablement curieux, qu'on a envie de découvrir quelqu'un de nouveau, de partager des expériences, de construire quelque chose ensemble. Le quatrième signe, c'est qu'on a une vie qui nous satisfait. Pas une vie parfaite, mais une vie qui a du sens, avec des activités qui nous nourrissent. Une vie dans laquelle un partenaire serait une addition, pas une nécessité. Si tu reconnais ces signes en toi, c'est bon signe. Si tu ne les reconnais pas encore, ce n'est pas grave. C'est simplement une indication qu'il y a encore du travail à faire. Et ce travail, encore une fois, n'est jamais un échec. C'est une invitation à grandir. Je veux aussi parler de quelque chose que j'appelle les nouvelles formes d'amour à cet âge. À 60 ou 70 ans, l'amour ne doit pas nécessairement ressembler à ce qu'il était à 30 ans. Il peut prendre des formes différentes, des formes qui correspondent mieux à la vie qu'on a construite, aux besoins qu'on a maintenant. Certaines personnes choisissent de vivre chacun chez soi, mais de se voir régulièrement. Cette forme de relation qu'on appelle parfois le living apart together peut être très satisfaisante. Elle permet de partager une vie amoureuse sans renoncer à son autonomie, à ses habitudes, à son espace. D'autres choisissent des relations moins exclusives, des amitiés profondes qui ont une dimension affective et parfois physique, sans les contraintes d'une relation formelle. D'autres encore choisissent la cohabitation traditionnelle, mais avec des accords sur l'espace, le temps, les finances. Il n'y a pas une seule bonne façon d'aimer à cet âge. Il y a la façon qui vous convient à vous, et trouver cette façon demande de l'exploration, de la communication et une bonne dose de flexibilité. La rigidité est l'ennemi des nouvelles relations à cet âge. La rigidité qui dit « une relation doit ressembler à ça, l'autre doit être comme ça, les choses doivent se passer comme ça ». La flexibilité au contraire dit « je suis ouvert à découvrir comment cela peut fonctionner entre nous. Je suis prêt à négocier, à m'adapter, à trouver un espace commun qui respecte nos deux façons d'être. » Cette flexibilité est une forme de sagesse et elle est cultivable. Elle se développe quand on a suffisamment de sécurité intérieure pour ne pas avoir besoin que les choses soient exactement d'une certaine façon. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'appelle le cadeau des secondes chances. Il y a quelque chose de profondément beau dans l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, que la vie peut nous surprendre à n'importe quel moment, que l'amour peut arriver là où on ne l'attendait plus. J'ai entendu des histoires magnifiques, des personnes qui se sont rencontrées à 70 ou 80 ans,
et qui ont vécu leurs plus belles années ensemble, qui ont découvert une profondeur de connexion qu'elles n'avaient jamais connue auparavant, qui ont dit avec une sincérité désarmante « C'est la première fois de ma vie que je me sens vraiment compris ». Ces histoires sont réelles, elles sont possibles, et elles rappellent que l'amour n'a pas d'âge, que le cœur humain est capable de s'ouvrir, de se connecter et de s'émerveiller jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais ces histoires arrivent quand on est prêt, quand on a fait le travail dont je parle, quand on se connaît suffisamment pour être capable de vraiment voir l'autre, quand on est assez en paix avec soi-même pour ne pas avoir besoin que l'autre soit parfait. Voilà le message central de tout ce que j'ai partagé aujourd'hui. La grande erreur n'est pas de chercher l'amour après 60 ou 70 ans. La grande erreur, c'est de chercher sans se connaître, de chercher pour fuir quelque chose, de chercher en espérant que l'autre va résoudre ce que seul toi peux résoudre. Et la grande sagesse, c'est de faire d'abord ce travail intérieur, de se connaître, de s'aimer, de faire la paix avec sa solitude, avec son passé, avec sa finitude, et de chercher ensuite non pas par besoin, mais par désir, non pas pour fuir, mais pour partager, non pas pour être sauvé, mais pour marcher ensemble. Cela ne veut pas dire qu'il faut être parfait avant d'aimer. Personne n'est jamais parfait. Cela veut dire qu'il faut être suffisamment en paix avec ses imperfections pour les apporter honnêtement dans une relation sans les cacher et sans les projeter sur l'autre. Alors voilà où j'en suis arrivé après toutes ces années de travail avec des patients, de lecture, de réflexion personnelle sur l'attachement. L'amour à 60 ou 70 ans peut être extraordinaire. Il peut être plus profond, plus sage, plus authentique que tout ce qu'on a connu avant. Mais il demande quelque chose. Il demande qu'on soit prêt, qu'on soit honnête avec soi-même, qu'on ait fait le chemin intérieur nécessaire. Et ce chemin, il commence par une question simple. La même question que je t'ai posée au début et que je te pose à nouveau maintenant à la fin. Est-ce que tu te connais suffisamment pour aimer vraiment? Prends le temps de répondre à cette question. Pas maintenant, pas tout de suite, mais dans les jours qui viennent, assis avec toi-même dans un moment de calme, laisse la question faire son chemin et écoute ce qui remonte. Ce qui remonte, c'est ta vérité. Et ta vérité, même si elle est inconfortable, est toujours le meilleur point de départ. Je veux terminer avec quelques mots sur l'espoir, parce que tout ce que j'ai dit aujourd'hui pourrait sembler lourd, pourrait sembler comme une liste de conditions à remplir avant d'avoir le droit d'aimer. Et ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu mérites d'être aimé vraiment, profondément, authentiquement, que cet amour est possible pour toi. Quel que soit ton âge, quel que soit ton passé, quelles que soient tes blessures, que le travail intérieur dont je parle n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est le plus beau cadeau. Qu'on puisse se faire à soi-même parce qu'il nous rend plus libres, plus présents, plus capables de vraiment vivre et vraiment aimer. Et que chaque jour est une nouvelle occasion de faire un pas dans cette direction. Pas un grand pas, pas une révolution, juste un petit pas. Une question posée à soi-même, un moment de silence habité, une larme enfin pleurée, un sourire adressé à sa propre image dans le miroir. Ces petits pas s'accumulent, et un jour, on réalise qu'on a parcouru un long chemin, qu'on est devenu quelqu'un de différent, quelqu'un de plus sain, quelqu'un de plus près. Et c'est là que l'amour peut arriver, pas parce qu'on l'a cherché désespérément, mais parce qu'on est devenu quelqu'un qui peut le recevoir. Je te souhaite de tout cœur ce chemin. Je te souhaite la patience de faire le travail intérieur. Je te souhaite la sagesse de te connaître et je te souhaite la joie, la vraie joie de rencontrer quelqu'un avec qui marcher, regarder le monde et partager ce qui reste de cette vie, magnifique et trop courte. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose en toi a bougé pendant cette heure passée ensemble, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami qui traverse une période difficile, peut-être un parent qui se retrouve seul, peut-être toi-même dans un autre moment quand tu auras besoin de te rappeler ces mots. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur, et on se retrouve dans le prochain épisode.